Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le texte relatif à la proposition de loi sur la congolité jugé irrecevable en République démocratique du Congo, un verdict rendu par le bureau d'études de l'Assemblée nationale. À l'origine de ce texte, le candidat malheureux à la présidentielle de 2018, Noël Tchiani. La manifestation de l'opposition ougandaise à New York, les partisans de la plateforme de l'unité nationale ont protesté devant le siège des Nations Unies. Une manifestation dont la portée a été minime selon le gouvernement. Et puis la célébration de la Journée mondiale du tourisme à Abidjan, un événement placé sous le thème le tourisme pour une croissance inclusive. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le report de la marche de la coalition Lamuka en République démocratique du Congo. Initialement prévue pour ce 29 septembre, la marche a finalement été reportée au 16 octobre prochain. Une décision prise ce mardi à la suite d'une réunion entre les délégués de cette plateforme et le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila. Le compte-rendu de cette réunion indique que cette marche a été reportée pour des raisons sécuritaires, sans donner plus de détails. Pour rappel, la coalition Lamuka a organisé cette mobilisation pour exiger une dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante. C'est un texte qui faisait polémique au sein de l'arène politique. En République démocratique du Congo toujours, la proposition de loi sur la congolité ne sera finalement pas présentée à l'Assemblée nationale. Initiée par Noël Tchiani, candidat malheureux à la présidentielle de 2018, le texte a été jugé irrecevable par le bureau d'études de la Chambre basse du Parlement, Joël Ballot. Réserver le poste de président de la République démocratique du Congo aux seuls Congolais de père et de mère. Voici à quoi correspond la loi sur la congolité, initiée par Noël Tchiani, ancien candidat à la présidentielle. Un texte de loi déclaré irrecevable par l'Assemblée nationale, car cette démarche implique de revoir la Constitution et d'y introduire des articles jugés discriminatoires. Le rejet de cette loi sur la congolité, mais qui est en réalité une loi sur l'accession à certains postes stratégiques en République démocratique du Congo, se justifie par la volonté du président Félix Tshisekedi, qui a utilisé la plateforme majoritaire au Parlement qu'il contrôle, c'est-à-dire l'Union sacrée pour la nation, pour donner un message d'apaisement, notamment vis-à-vis de Moïse Katumbi, qui se sentirait particulièrement visé par cette loi, parce que, rappelons-le, il est des pères israélo-grecs et des mères congolaises. C'est un appel, une espèce de main tendue que Félix Tshisekedi donne à Moïse Katumbi afin de ne pas lui donner l'impression d'utiliser la loi pour éliminer de façon déloyale certains challengers. La loi sur la congolité divise les Congolais, tandis que pour certains, les faits sociaux vécus en République démocratique du Congo ont révélé la nécessité de revenir aux anciennes lois sur la nationalité. Pour d'autres, la question sur la congolité n'est qu'un prétexte pour déstabiliser le pouvoir exécutif en place. Le message subliminal envoyé à travers l'union sacrée du président Félix Tshisekedi est que des solutions aux problèmes électoraux doivent être trouvées de façon pacifique par la négociation. Soulignons que pour le président congolais Félix Tshisekedi, la proposition de loi sur la nationalité congolaise au scrutin présidentiel n'est pas une garantie de la fiabilité et de la moralité du candidat. L'histoire même la plus récente du pays démontre qu'il y a eu des Congolais de père et de mère qui ont participé à la ruine de la République démocratique du Congo, argumente-t-il. Dans l'actualité également, la mort de 5 agents du renseignement au Soudan. Une information divulguée ce mardi par le service de renseignement soudanais qui précise que ces agents, je cite, sont tombés en martyrs au cours d'un raid militaire mené dans le sud de Khartoum. Cette opération qui ciblait Daesh a par ailleurs permis de neutraliser 11 terroristes. Le service de renseignement précise néanmoins que 4 terroristes ont pris la fuite et sont actuellement recherchés. Ils se sont rassemblés à New York, les partisans de la plateforme de l'unité nationale, parti de l'opposant ougandais Bobi Wine, organiser une manifestation pacifique devant le siège des Nations Unies. Le but, faire réagir la communauté internationale sur la situation politique en Ouganda, qui avait notamment été marquée par des violences durant le contexte de la campagne électorale. Nathalie.
À la 76e Assemblée générale des Nations unies, le président Yoweri Museveni a dit son engagement pour le respect des droits de l'homme et de l'état de droit. Faux, estime l'opposition ougandaise, raison de l'organisation d'une manifestation le 26 septembre 2021 devant les bureaux de l'ONU. Les opposants, notamment ceux du Parti pour l'unité nationale, le NUP de Bobi Wine, ont critiqué les abus du gouvernement, notamment la violence des agences de sécurité. Nous voulons que le monde entier voit le niveau d'injustice, d'oppression et d'intimidation qui règne actuellement en Ouganda. Le gouvernement ougandais a réagi, minimisant la portée de cette manifestation de l'opposition. Les autorités ougandaises ont qualifié les manifestants de membres oisifs de la diaspora, incapables de participer au développement du pays. Elles ont ajouté que les problèmes de l'Ouganda se règlent en Ouganda. Nous n'avons pas besoin de nous faire dire par qui que ce soit à l'extérieur que l'abus des droits est quelque chose de mal. Le président Museveni lui-même, sans être contraint par personne, est sorti et a condamné la violation des droits humains au sein des agences de sécurité et s'est engagé à punir toute personne impliquée dans ces actes. Bobi Wine, le leader du NUP, n'a pas pris part aux manifestations de ce 26 septembre 2021 à New York en raison des restrictions liées au Covid-19. Il a été interdit d'accès dans le pays parce qu'ayant séjourné il y a 14 jours en Afrique du Sud, l'un des pays les plus touchés par la pandémie. La Côte d'Ivoire se prépare à l'approche de la foire commerciale intra-africaine prévue en Afrique du Sud du 15 au 21 novembre prochain. Les opérateurs économiques ivoiriens ont été conviés ce 27 septembre à Abidjan pour réfléchir à des problématiques en lien avec la zone de libre-échange continentale africaine notamment. Le secteur privé en particulier est d'ailleurs appelé à tirer profit de cet événement. Reportage de notre correspondant Ange Bijou-Nomeigno. Booster le commerce intra-africain, rendre la ZLECAf encore plus efficace, promouvoir les entreprises africaines. Ce 27 septembre à Abidjan, les acteurs du commerce africain se sont retrouvés pour réfléchir à toutes ces questions. C'était sous l'invitation d'Afreximbank et de l'Union africaine. Les deux importantes institutions posent ainsi les jalons d'une foire commerciale intra-africaine qui va se tenir du 15 au 21 novembre 2021 à Durban, en Afrique du Sud, dans la province du KwaZulu-Natal. L'objectif de cette foire, c'est d'amener les Africains à commercer entre eux. Et il est bien fait que cette région commerce entre elles-mêmes de façon un peu plus poussée qu'une autre sous-région africaine. Mais c'est le moment d'être ici pour amener les gens à comprendre que cette fois permettra d'intensifier ce commerce entre nous-mêmes. La foire commerciale intra-africaine a bien d'autres objectifs. Amener les Africains à commercer entre eux et surtout gagner la confiance des banques. Cet idéal devrait se réaliser avec la mise en œuvre de la puissante zone de libre-échange continentale et la résolution d'une des difficultés majeures de cette décennie. Le manque d'informations, parce que les Ivoiriens ne savent peut-être pas encore qu'ils peuvent vendre de la banane au Nigeria que de l'exporter et qu'on fera beaucoup plus d'argent en vendant de la banane au Nigeria qu'ailleurs. Cette information n'existe pas. Entre les banques qui doivent financer ce commerce intra-africain, certains ne sont pas rassurés de la crédibilité des banques d'autres pays, alors que commercer avec les banques de l'extérieur du continent, ils se sentent assez rassurés. Ils peuvent le faire, prendre les risques des banques africaines, que les banques africaines prennent le risque d'autres banques africaines pour financer le commerce africain. Donc une simple question de manque d'information. Il y a aussi, nous croyons, une absence de ressources humaines adéquates, des ressources humaines bien qualifiées, compétentes, avec une certaine expertise, pouvant mettre certaines opérations et certaines structures en place pour financer ce commerce. 10 000 participants et 1000 exposants sont attendus à cette foire commerciale intra-africaine de novembre. À terme, les organisateurs espèrent réaliser 45 milliards de dollars de transactions pour les opérateurs économiques, de quoi donner un bon coup de souffle au marché intra-africain.
La Côte d'Ivoire qui célèbre également ce 27 septembre la journée mondiale du tourisme. Pour l'occasion, la capitale Abidjan était au centre de toutes les attentions. Le Sofitel Hôtel Ivoire accueillait la cérémonie d'ouverture de la 41e édition. Un événement organisé cette année sous le thème Tourisme et croissance inclusive. Reportage de notre correspondant Ange Bijounoméniou. Ce lundi 27 septembre 2021, la Côte d'Ivoire était la terre du tourisme mondial. Personnalités politiques et économiques ont fait le déplacement sur Abidjan pour célébrer la 41e journée mondiale du tourisme. L'heure était à la fête et au brassage de plusieurs cultures. Pour le pays hôte de l'événement, c'est un grand honneur que d'accueillir une telle rencontre malgré le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19. L'histoire retiendra que c'est à partir d'Abidjan qu'à l'occasion de cette grave crise sanitaire, le tourisme s'est repositionné comme une véritable industrie mondiale de premier plan avec un changement de paradigme axé sur une plus forte digitalisation mettant en exergue un tourisme durable à visage humain. Le thème retenu pour cette 41e édition est tourisme et croissance inclusive. La Côte d'Ivoire, pour sa part, a déjà une vision bien précise sur la question. Faire du pays la 5e destination touristique d'ici 2025 avec 5 millions de visiteurs et créer près de 750 000 emplois. Le tourisme, c'est cette formidable machine qui crée des emplois durables, non délocalisables. Un emploi créé pour 11 visiteurs internationaux en Afrique, un pour 13 en Asie et Pacifique. Et il faut noter que cette création d'emplois par l'industrie touristique allait de plus en plus croissante dans le monde, puisque un poste sur 4 créé en 2014 jusqu'en 2019 l'était dans le secteur du tourisme. Un emploi sur 4 en 2014 et 2019 l'était dans le secteur du tourisme. La Côte d'Ivoire a eu le mérite d'accueillir 128 pays qui totalisent aussi bien en présentiel 1500 participants et 3000 participants en ligne. À travers sa stratégie Sublime Côte d'Ivoire, elle compte se doter d'un potentiel extraordinaire, d'un nouveau tourisme africain où les merveilles naturelles, culturelles et historiques lui permettront d'occuper toutes les premières places. Un mot de sport à présent avec le Nigeria, sacré pour la 3e fois consécutive champion de l'afro-basket féminin. Le pays s'est imposé face au Mali le 26 septembre sur un score de 70-59. Si le Nigeria a encore une fois brillé, les experts notent aussi la performance du Mali. Le point avec José Douglas. D'abord, il faut souligner l'excellente performance du Mali, que personne n'attendait, qui a joué la finale perdue face au Nigeria, mais après avoir battu le Cameroun en blanc, avec un petit point d'écart en demi. C'est un exploit. Pour la 3e place, le Cameroun s'en sort plutôt très bien face au Sénégal. Ça m'aurait vraiment fait de la peine si on ne repartait pas avec quelque chose, parce que vraiment, ne serait-ce que pour les efforts fournis. Pourtant, les Lions jouaient à domicile. Donc déjà, je tiens à saluer la belle performance du Cameroun qui remporte une nouvelle fois, je dirais une médaille sur le podium après 2015 où elles étaient vice-championnes. Le Nigeria qui remporte les 3 dernières éditions de la compétition, 2017 à Bamako, 2019 à Dakar et donc 2021 à Yaoundé face au Mali. Le Nigeria, second pays, a enchaîné au moins 3 sacres africains de suite. Le Nigeria, qui est quand même l'équipe phare du continent africain depuis quelques années, elle a quand même participé au JO de Tokyo, n'a pas démérité, bien entendu. Le Sénégal, vainqueur du trophée à 5 reprises entre 1974 et 1984, 4e à cette édition, la sélection de basket devrait connaître un changement. On n'était pas inspiré, on n'avait pas les bons décalages, on n'était pas dans les bons intervalles, on n'avait pas les bons shoots. Quant au Sénégal, c'est une équipe en transition avec quelques joueuses d'expérience pour pouvoir jouer la transition. Donc c'est une équipe
en plein renouveau. Le Nigeria qui affiche désormais une série de 19 succès consécutifs au FIBA Women's Afrobasket après avoir remporté la finale face au Mali. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.